Salut Internet, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis presque sûre que tout le monde connaît ce film d'animation de Michel Oslo et je l'ai regardé pour la énième fois parce que c'est un film qui me réconforte, je ne sais pas pourquoi. Mais cette fois-ci, je l'ai regardé en pleine conscience avec des yeux d'adulte et je me suis rendu compte que le film cachait une histoire beaucoup plus tragique que ce qu'on peut voir au premier plan. Il s'agit du viol collectif de la sorcière Karaba. Alors je sais, c'est une expression assez violente alliée à un film d'enfant a priori, mais quand on lit entre les lignes, on se rend compte que l'histoire qui est racontée est beaucoup plus dramatique que ce qu'on veut bien percevoir. Ça n'enlève rien à l'histoire de Kérikou, mais c'est comme une histoire dans l'histoire de Kérikou. C'est l'histoire de Karaba par rapport aux habitants du village, plus spécifiquement par rapport aux hommes de ce village-là. Quand on remonte en arrière dans le film, on se rend compte qu'à un moment donné, il a été évoqué un drame qui est arrivé à la sorcière et qui l'a rendue méchante, entre guillemets, et qui l'a amenée à devenir la sorcière qu'elle est devenue. Alors, on peut reconstituer tout ce qui est arrivé à Karaba assez facilement à travers tous les tomes qui ont été écrits sur Kérikou. Donc, Kérikou et les hommes et les femmes, on se rend compte qu'il a été précisé le moment où Karaba est arrivé dans le village. Mais non! La hyène noire existait bien avant que Karaba ne s'installe dans la région. Bref, il n'y a plus de mystère. Il y a eu une histoire où les habitants du village avaient un potager et il y avait une hyène qui venait détruire ce potager-là parce qu'il pourchassait un rongeur qui était caché dans les légumes plantés. Il y a une dame du village qui dit à Kérikou que cette hyène n'a pas été envoyée par la sorcière. Ils entendaient déjà parler de cette hyène-là avant même que Karaba ne s'installe dans le village. À partir de ce moment-là, on peut se rendre compte que Karaba n'est pas une habitante du village, elle n'appartenait pas à la communauté du village. Donc c'est une étrangère, entre guillemets, qui est venue s'installer à côté d'eux. Et lorsqu'elle est venue s'installer à côté d'eux, les hommes du village s'intéressaient tous à elle à cause de sa beauté. Ils étaient tous fascinés par le fait qu'elle était belle. Et ça, à un moment donné, la maman de Kérikou l'a dit. « Tu veux aller voir Karaba, tu es déjà comme tous les hommes de ce village. » Donc, on peut supposer que ils étaient tous fascinés par elle et certains ont sûrement dû essayer de l'épouser. Et quand on remonte à la scène où Kérikou a, entre guillemets, délivré la sorcière, c'est quelqu'un qui avait fort caractère avant la malédiction, avant qu'elle ne devienne une sorcière. Parce qu'elle l'a dit que, sorcière ou pas, elle ne se soumettrait jamais à un homme. Tu vas épouser mon oncle? Je ne veux épouser personne. Sorcière ou non, une chose ne change pas. Je ne serai la servante de personne. Et j'ai eu l'intuition que c'est cette attitude-là qu'elle avait quand elle est venue s'installer et sûrement le fait de recevoir le refus de se soumettre à des hommes a dû entraîner comme conséquence son viol. Elle a sûrement dû refuser d'épouser ces personnes-là, de se soumettre à eux, de devenir leur boniche et pour se venger, plusieurs d'entre eux l'ont violée. Ce qui a planté métaphoriquement un pieu dans son dos parce que moi j'ai l'impression que ce pieu qui était dans sa colonne vertébrale est quelque chose de métaphorique par rapport au caractère d'empreinte indélébile lorsqu'on est victime d'un viol. Après ce viol collectif, il y a ce pieu qui lui a été planté et elle est devenue une sorcière. Et maintenant pour se venger du village, elle a décidé de détruire tous les hommes de ce village-là et elle les a transformés en objets. Comme l'a dit le grand-père de Kérikou, ils sont tous devenus des objets soumis à sa volonté à elle, qu'elle peut manipuler, qu'elle peut exploiter comme elle le veut. Ils sont devenus des fétiches. Et ça m'a fait penser au témoignage d'une femme sur un média de web qui avait raconté comment elle a subi un viol collectif dans un train sous le regard de plusieurs passagers qui ne l'ont pas aidée. Et après ce viol, elle a eu l'impression qu'elle était morte, qu'elle n'était plus rien. Il y avait cette rage et cette colère qui l'animait et haïssait les hommes. Et pour pouvoir récupérer un peu de pouvoir, elle a commencé à se prostituer parce qu'elle s'est dit qu'elle allait les faire payer pour l'acte sexuel. Et c'était elle qui était en position de pouvoir.
Matin du 18 avril 2009, je monte dans le mauvais wagon. Des jeunes hommes étaient déjà présents dans le wagon. Je m'installe, j'écoute ma musique, puis je leur demande une cigarette. Et là, ils se moquent de moi, donc je vais pour changer de wagon. Et ils me retiennent, enfin un me retient de sortir du wagon. Et donc là, tout s'enchaîne assez rapidement. On me jette sur les sièges. On me déshabille à plusieurs, on me touche à plusieurs. Certains regardent passivement. Je subis 3 viols ce jour-là. Donc au début, je me débattais beaucoup. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de me débattre parce que j'ai eu peur qu'ils me tuent en fait. J'ai eu peur de mourir. On arrive au Mureau, je descends de ce train à moitié nue. Je pleurais, je me disais mais je vais vivre avec ça toute ma vie. Et oui, on vit avec ça toute sa vie. C'est une blessure qu'on ne peut pas fermer. On peut juste un petit peu essayer de la cicatriser. J'ai appris à vivre avec ça, comme beaucoup d'autres femmes le font. Et voilà, et bon, le fait que mes violeurs aient été retrouvés aussi, ça m'a grandement aidé. Le fait d'avoir eu un procès, etc., ça a joué dans ma reconstruction. Donc je me suis prostituée pendant 1 an, de août 2012, enfin un petit peu plus d'1 an, de août 2012 à octobre 2013. Après le viol, la prostitution, ça a vraiment été une manière pour moi de me réapproprier mon corps et vraiment de reprendre le contrôle dessus. Et moi, j'ai eu l'impression, en re-regardant Kérékou, que le fait que Karaba les a transformés en objets soumis, c'est une métaphore aussi par rapport au fait que lorsque les hommes vont voir certaines femmes rejetées par la société, cette femme-là, en position de pouvoir pour le mal qu'on lui a fait, les traite comme des objets. Au-delà de ça, il y a l'isolement de Karaba. Quand on est victime d'un viol, souvent la société nous juge, la société nous montre du doigt, on nous dit que c'est notre faute, on est complètement isolé, mais surtout on s'isole soi-même, on ne fait plus confiance à la société en général, comme Karaba qui vit dans une case éloignée de tout le monde, on ne fait plus confiance aux femmes qui continuent de supporter les actions de ces hommes-là. Et c'est pour ça que Karaba, elle est autant en colère contre les femmes du village que les hommes du village. On fait tout ce qu'on peut pour détruire cette communauté-là. Et donc, après avoir été violée, Karaba s'est isolée. Elle a transformé les hommes en objets, ce qui fait qu'ils ont tous quitté leurs femmes pour venir rester avec elle, mais en tant qu'objet soumis. Au-delà de ça, elle essaie de détruire les femmes du village, et en tout cas le village, parce qu'elle considère qu'ils sont complices de ce qui lui est arrivé. Ce que j'ai compris également avec mes yeux d'adulte, c'est que, après avoir été victime de ce genre d'action, on a besoin d'aide pour s'en sortir. Pour pouvoir trouver un moyen de vivre avec l'événement qui nous est arrivé, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide psychologique, il faut demander de l'aide médicale. Et cette aide-là, elle peut aussi venir de la part de quelqu'un qui nous aime, de notre famille. Et c'est de cette manière-là que je fais la lecture de la scène où Kérékou a été obligé de sauter sur le dos de Karaba pour lui enlever le pieu qu'elle a dans la colonne vertébrale et la libérer de la colère et de la rage qui l'animait. Donc c'est un acte d'amour, c'est un acte de délivrance. Mais j'avoue que j'aurais préféré que ce soit les femmes du village qui la ligotent et qui lui arrachent le pieu, pour montrer aussi qu'en tant que femme, en tant que membre de la communauté féminine, on peut s'entraider et on peut s'apporter de l'amour et du soutien. Bon, c'est vrai, l'histoire est construite autour de Kérékou, mais en même temps, c'est l'histoire de Karaba et du mal qui lui a été fait. On peut aussi remarquer dans Kérékou et la sorcière que les superstitions sont assez fortes parce que dès qu'il y a un problème, on cherche d'abord une explication mystique avant de chercher l'explication logique. Et donc il y a certaines personnes qui sont de faux sages, qui disent tout et n'importe quoi. C'est pas parce que les gens sont vieux qu'ils sont sages. Et ce n'est pas parce que les gens sont jeunes qu'ils sont cons. Donc on peut être vieux et n'avoir acquis aucune sagesse dans la vie. Et ce qui fait que le faux sage, qui est ce vieux du village un peu stupide et un peu drôle, dit parfois des conneries, alors que le vrai sage du village
comme on peut se le représenter dans la culture africaine, qui est sur un piédestal, qui est entouré de clarté, de lumière, qui sait tout, connaît tout à propos de tout et n'importe quoi. La manière dont ce sage-là est présenté dans Kirikou et la sorcière, il y a une grande différence. Donc on voit quelqu'un qui est vieux, qui a acquis de l'expérience, de la connaissance et de la sagesse, et on voit quelqu'un qui est vieux, mais qui est resté complètement idiot. Vous vous rappelez quand Kirikou était allé voir son grand-père derrière la montagne, il demandait « Pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante ?» Parce que personne ne devient méchant par hasard a priori. Évidemment, il y a des gens qui naissent mauvais, il y a des personnes qui naissent mauvaises. Le mal existe tout simplement dans sa forme la plus pure. Mais vraiment, il y a des gens qui deviennent méchantes parce qu'il y a un mal qui leur a été fait et c'est leur manière de réagir à cette souffrance-là. Et à chaque fois qu'Kirikou demandait « Pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante ?» Il a fallu qu'il parte vers ce sage-là pour aller trouver la réponse à sa question qui est qu'on lui a fait du mal. Et ce mal qu'on a fait à Karaba la sorcière, c'est l'histoire de ce viol collectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce qu'en tant qu'adulte, vous avez regardé Kirikou? Moi, j'ai vraiment une expérience très positive avec les films de Oslo. Ça me remplit de joie et je sais pas, il y a une naïveté, il y a beaucoup de bienveillance dans la manière dont il raconte les histoires. Il y a une douceur comme ça entre ces films et je trouve ça trop beau. Et en dehors de ça, j'ai appris qu'il a sorti un nouveau film et je pense que c'est ça qui m'a poussé à aller regarder Kirikou et la sorcière encore une fois. Et là, j'ai ouvert les yeux sur plein de choses. Je me demande, est-ce que vous, quand vous l'avez regardé en tant qu'enfant, est-ce que vous avez parlé de ça avec quelqu'un? Est-ce que vous avez remarqué ça? Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ça même en étant adulte. Est-ce que ça vous arrive de regarder Kirikou maintenant en tant qu'adulte? Et est-ce que vous avez remarqué l'histoire du viol collectif dedans? Sinon, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime, de me laisser des commentaires pour le référencement. Et je vous dis à très très vite. Bisous. C'est important de s'abonner. C'est important de s'abonner. C'est important de s'abonner. Les amis qui font, don't forget to subscribe.